Bonjour à toutes, bonjour à Bonjour. tous. Pour commencer, je propose, Hugo, si tu veux, de présenter Polytech Alumni, l'association avec qui on Ouais. coordonne l'événement. Merci Cédric. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers alumni, chers élèves. On est ici aujourd'hui donc dans un séminaire, un webinaire co-animé par Polytech Alumni et Alumni for the Planet. Donc je me présente, je suis Hugo P. Leclerc, je suis président de Polytech Alumni. Donc c'est la fédération des diplômés du réseau Polytech et des associations de diplômés. On est 100 000 diplômés dans le réseau diplômé de Polytech. Et on a à cœur de transmettre les savoirs, transmettre nos connaissances et surtout à travers l'angle développement durable et responsabilité sociétale. Et le webinaire de ce soir est dans cet axe même. C'est le deuxième webinaire qu'on organise pour partager justement nos connaissances et les actions de chaque diplômé dans ce domaine-là. Et donc, on a le plaisir d'organiser ça avec Alumni for the Planet, qui est représenté aujourd'hui par Cédric, et à qui je laisse la parole. Oui, merci. Et puis il y a Florian également, d'ailleurs, Florian Caillon d'Alumni for the Planet. Merci beaucoup. Donc, pour un petit récap d'Alumni for the Planet, donc l'idée, c'est de recenser, de mettre en lien différents associations d'alumni et également différents alumni. Pour l'instant, il y a plus de 100, enfin 130 associations d'alumni qui sont partenaires d'Alumni for the Planet et plus de 4600 alumni inscrits. Vous pouvez très bien le faire, hein, quelle que soit votre école et votre secteur d'activité. Là, il y a un visuel. Je rejoins le réseau d'alumni engagés. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation quand vous êtes engagé, quand vous êtes inscrit. Juste que ça vous permet notamment, alors déjà c'est gratuit, et ça vous permet notamment d'entrer dans le réseau, de se mettre en lien avec différents alumni à la fois de votre, il y a un filtre après sur la carte, à la fois soit de votre entreprise, de votre école et également de votre ville. Vous verrez, c'est assez interactif, c'est ludique. C'est aussi une plateforme de partage de connaissances, d'expériences. On peut aussi témoigner de ce qu'on fait justement dans son entreprise, si on a monté un collectif, si on a fait quelque chose dans sa ville, des choses inspirantes et puis aussi des choses qui permettent à d'autres qui trouvent des difficultés, qui rencontrent des freins, de les lever. Voilà. Et puis, autre chose également, c'est un lieu, Alumni for the Planet, c'est un lieu justement où se déroulent des webinaires et je vais en parler justement hop, par ici. Euh, Autre chose aussi, je ne l'ai pas dit, pardon, vous pouvez alors déjà rejoindre en tant qu'alumni gratuitement et vous inscrire. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous avez envie de vous engager à titre bénévole et aider l'association, bien sûr, vous pouvez envoyer un mail. On vous donnera toutes les coordonnées, notamment à l'issue du webinaire. Et puis, dernière chose également, on propose au sein d'Alumni for the Planet différents ateliers, différents webinaires et justement des ateliers un peu de travail de concrétiser l'action. Alors là, le webinaire ce soir, c'est justement la première pierre, c'est un peu des éléments de constat, comment on lève nos freins et puis comment on sensibilise notamment. Et puis, il y a des webinaires justement de concrétiser l'action dans la durée. J'en reparlerai juste après. Le catalogue de webinaires, justement, il y a deux grandes catégories. La première catégorie, c'est inspirer le passage à l'action. Alors, ça peut être aussi bien sensibiliser sur le climat dans son entreprise. Il y a déjà eu un webinaire, notamment, je pense avec ESSEC Transition Alumni et Pierre-Olivier Chacun, qui avait témoigné du déploiement de l'outil de sensibilisation La Fresque du climat au sein d'EDF, de l'ensemble des plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Ça peut être aussi agir pour réduire l'empreinte carbone dans son entreprise. On a un exemple très d'actualité, c'est notamment un webinaire qui s'est déroulé le 7 novembre, donc ces derniers jours, avec Arrêt Métier. Voilà, et puis d'autres choses, ça peut être avec Polytech Alumni, l'année dernière justement, on avait organisé un webinaire sur les leviers d'action pour réaliser la transition bas carbone dans son organisation. Donc, tous ces webinaires sont déjà sur une thématique en particulier. Ils ont pour vocation d'inspirer le passage à l'action. Et puis aussi, ils sont co-organisés justement avec une association d'alumni.
donc en l'occurrence ce soir, Polytech Alumni. Les objectifs qui sont inscrits à l'écran et que j'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est vraiment de trouver de l'inspiration. Ce n'est pas du tout ni les experts ni les témoins de se jeter des fleurs sur ce qu'ils font, mais justement, enfin, c'est pour vraiment témoigner et inspirer. C'est aussi d'échanger parce qu'il peut y avoir des points de blocage que les témoins eux-mêmes des webinaires rencontrent. Et c'est vraiment un lieu d'échange. Un autre objectif, c'est d'approfondir justement, d'approfondir notre connaissance et de connaître un peu une boîte à outils qu'on pourrait avoir à disposition. Voilà, et puis aussi comprendre comment on passe à l'action. C'est bête à dire, mais les constats, on commence plus ou moins à les connaître. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Vers qui on peut se tourner? Quelle plateforme? Quels outils? Voilà. Les formats de ces webinaires sont toujours les mêmes, c'est-à-dire il y a l'intervention d'un expert, ou de deux experts en l'occurrence ce soir, Lise et Enzo, on en reparlera tout à l'heure, et puis d'un témoin, et en l'occurrence pareil ce soir il y a deux témoins, on en reparlera. L'idée c'est que, je vais présenter après les éléments de timing, mais les experts posent la base, les éléments de contexte et potentiellement voilà, les difficultés actuelles. Et puis après, les témoins sur avec ce fil directeur et sur cette thématique, disent ce qu'ils ont entrepris dans leur entité publique et ou privée. Voilà. En l'occurrence, pour information, ce soir, les experts sont justement des alumni de Polytech Alumni. Voilà, donc la boucle est bouclée. Et puis, j'en parlais un peu tout à l'heure. Un autre type de webinaire, c'est des webinaires de concrétiser. Un exemple que vous pouvez encore une fois retrouver sur la chaîne YouTube d'Alumni for the Planet, c'est concrétiser la sobriété dans son entreprise. Voilà, c'est le type de webinaire qui est proposé justement toujours par Polytech Alumni. Donc, le webinaire de ce soir, le thème, pardon, donc, sensibiliser sur la gestion des déchets au sein de son organisation. L'organisation, c'est vraiment large, hein. Vous le verrez notamment par les deux témoins. On va parler aussi bien avec Marie-Cécile Lebrun d'une entité privée, à savoir Aéroport de Paris, qu'une entité publique avec Benoît Thierry, notamment avec la région Occitanie. Et puis, sur cette thématique, alors déchets, ça parle plus ou moins à tout le monde. On parlera déchets, on parlera recyclage. On parlera aussi et surtout, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais des réussites, des défis, des opportunités. Encore une fois, de ce qui a été mis en place par les témoins, ce qui a été mis en place mais qui n'a pas fonctionné. Voilà. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment de brainstormer, de témoigner. Euh, avant, avant de passer la parole justement à Lise et à Enzo. Donc, je les introduis un petit peu. Vous les connaissez peut-être déjà. Donc, euh, Lise, Nicolas et Enzo Mutini, donc, ils sont cofondateurs de Madame et Monsieur et Madame Recyclage, qui se présenteront mieux eux-mêmes. Euh, leur valeur ajoutée, on va dire, ce soir, c'est qu'ils présenteront justement les enjeux des déchets. Alors, ça va être court, hein, parce que ça va être condensé, parce que ça va être en 15 minutes. Et puis aussi les enjeux du recyclage, les difficultés du recyclage, la responsabilité aussi qu'ont les organisations. On peut aussi à la fois parler de responsabilité des réglementations, mais de responsabilité en général. Et puis aussi le rôle qu'ont les entreprises à jouer dans à la fois la gestion des déchets et justement dans la sensibilisation aussi bien des collaborateurs, collaboratrices que des usagers. Voilà. Et justement, le trait d'union, ça sera les deux témoins, donc Marie-Cécile Lebrun et Benoît Thierry, qui témoigneront justement de plein d'actions qu'ils ont mis en action, pardon, plein d'actions qu'ils ont mis en œuvre dans leur entité. Et notamment, ils ont rassemblé un collectif au sein de leur structure et ils ont fait en sorte que ce collectif soit formé à l'animation d'un outil de sensibilisation, donc la fresque des déchets, qui est un dérivé, un outil ami de la fresque du climat. Et vous le verrez, il y a plein d'autres actions qu'ils ont mis en œuvre. Lise, Enzo, je vous laisse la parole, si ça, hop, pardon, si ça vous va. Très bien. Bonsoir à tous.
Hop. Euh, du coup, tu nous avais dit que tu nous présenterais, donc on va faire une petite phrase d'introduction quand même pour expliquer d'où on vient et quel est notre parcours. Je vais laisser la main à Miso pendant que je partage mon écran. Yeah. Donc, on a été diplômés en 2014 et 2015, donc il n'y a pas encore si longtemps que ça. On a pas mal travaillé en Asie. On a développé une ligne de recyclage autonome et portable de A à Z. On a travaillé dans plein de pays, par exemple le Tibet. On a fait un reportage national géographique avec Jackie Chan pour les recycler à 4000 mètres d'altitude, moins 30 degrés, etc. On est rentré en France et en fait, on a monté une chaîne de vulgarisation pour les réseaux sociaux qui s'appelle du coup Monsieur et Madame Recyclage. Et derrière, en fait, pour financer toute cette activité de partage de connaissances bénévoles sur le déchet, le plastique, le recyclage, le réemploi, etc., on a monté un bureau d'études pour accompagner les entreprises, les collectivités, les syndicats, etc., à monter en compétence sur toutes ces questions-là. En fait, le bureau d'études, on l'a vraiment monté parce que c'était une demande en fait de la communauté au fur et à mesure qu'on partageait nos connaissances. On avait de plus en plus de demandes et on s'est dit, bah, effectivement, là, il y a un projet à mener et on a monté le bureau d'études. Pour rebondir avec ce que disait Cédric tout à l'heure, ce qu'on s'aperçoit depuis 5 ans, donc qu'on travaille avec aussi bien les associations, les collectivités que les entreprises, c'est qu'il y a un réel besoin d'avoir des gens en interne qui portent des projets qui ont du sens. Qu'importe l'industrie en réalité, parce que si on n'a personne en interne qui porte des projets, au final, nous-mêmes, on n'arrive pas à faire avancer les sujets comme il faudrait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en interne d'une entreprise et vous portez des projets RSE, on sait très bien que parfois on se fait un peu appeler l'écolo de service et c'est parfois très difficile de porter toute la RSE de la boîte sur son dos. Mais nous, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'à partir du moment où les personnes en interne versent les bras, et souvent ce qui se passe, c'est qu'ils vont démissionner derrière, l'entreprise arrête complètement les projets qui étaient en cours menés par ces personnes-là. Pas tout le temps, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Et donc, quand on pense un peu environnement, bah, tout de suite, bon, il y a évidemment déchets, recyclage. Il peut y avoir aussi un peu bah, comment je fais pour supprimer les plastiques, c'est une grosse pollution, qu'est-ce que je peux faire. Il y a aussi comment je peux accompagner mon entreprise à réduire les gaz à effet de serre, par exemple, pour limiter le réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'en fin de compte, dans la gestion du déchet, on touche un peu aux trois. En ce sens que, en fait, l'industrie est un gros poste d'émission de gaz à effet de serre derrière le transport, l'agriculture, etc. Et l'industrie de la chimie est le troisième poste d'émission des gaz à effet de serre. Or, l'industrie de la chimie sert à plein de choses, mais beaucoup à produire du plastique. Et on a à peu près 40% du plastique qui sert au marché de l'emballage. Donc ça veut dire qu'en fait, en réduisant les emballages et les usages uniques en plastique, je peux potentiellement réduire évidemment la pollution plastique, réduire la quantité de déchets, mieux recycler, etc. Donc limiter la matière que je vais venir puiser dans l'environnement. Et évidemment, du coup, réduire un peu les émissions de gaz à effet de serre, à condition de faire ça très bien et de hiérarchiser réduction, réemploi, substitution, recyclage. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si je dis bah, je veux me passer des emballages à usage unique, plutôt que d'aller chercher à bien recycler du plastique, je le switch par du verre. Si je fais mal mes calculs, en fait, à la fin, je vais avoir quelque chose qui est beaucoup plus polluant. Alors, j'aurais éliminé une partie de la pollution plastique, ok, mais j'aurais remplacé ça par une autre matière qui reste jetable, qu'il faut recycler, qui est bien recyclée, mais qui en fait nécessite beaucoup d'énergie pour le recyclage et qui à la fin, ok, j'ai limité la pollution plastique, mais j'ai carrément fait exploser mes émissions de gaz à effet de serre. Par rapport à ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un énorme besoin de planification. Planification parce que les décisions qui sont prises sont simplement des fois pas les bonnes. Les gens sont pleins de bonne volonté et en fait vont prendre des décisions parce qu'ils ne voient pas l'entièreté du schéma. Nous, on le voit énormément en ce qui concerne la mise en place en fait, de tout ce qui va être recyclage des déchets en entreprise. On va énormément se concentrer parce qu'en fait, ça parle à tout le monde au recyclage des emballages ménagers. Mais en réalité, dans une entreprise, il y a énormément d'autres déchets. Si on prend l'exemple de la marine, donc de la construction des bateaux, pour la construction d'un bateau, il y a le même point en fait qu'un bateau en déchets. Et du coup, nous, on va vraiment venir favoriser et privilégier la réduction, réemploi et recyclage qui fait du sens. Donc, regarder par un prisme global où est la direction à prendre pour avoir le plus gros impact possible en mettant en place des systèmes
intelligent d'économie circulaire en entreprise. En fait, si on vous dit ça, c'est juste qu'avant de rentrer un peu dans les détails de déchets, de recyclage, il faut bien garder à l'esprit que le recyclage, c'est une des solutions, mais ce n'est pas que la solution. Et j'ai des gros leviers d'impact à aller chercher ailleurs. Organiser la fin de vie d'un déchet, en fait, il y a plein d'acteurs. Il n'y a pas que un recycleur magique. Des préparateurs, des collecteurs, des trieurs, des négociants du déchet, des négociants de matières recyclées, etc. Je l'arrête parce qu'on pourrait continuer comme ça pendant plusieurs heures. On donne des formations de 2-3 heures, donc il va partir pour pouvoir vous expliquer comment fonctionne l'industrie du recyclage et ça va être trop long. Gardez juste à l'esprit qu'en fait, gérer la fin de vie, c'est aussi compliqué que de mettre un produit sur le marché. Voilà. Et que en fait, quand on parle de fin de vie d'un produit, donc d'un déchet, les contraintes techniques qu'il y a derrière, c'est souvent assez différent des allégations commerciales. Donc, je peux vous dire, bah, ça, c'est recyclable. En fin de compte, est-ce que je suis vraiment allé vérifier bah, si c'est un emballage, par exemple, que je jette dans ma poubelle emballage à la maison, quand il est au centre de tri, comment il se comporte en machine? Des fois, je vais avoir des pertes. En fait, si j'ai 20% de pertes, la recyclabilité, elle est plus tout à fait optimale. Et puis, si derrière, le recycleur qui rachète et qui prépare, il a 20% de pertes, à la fin, en fait, ce que j'avais dit qui est recyclable, c'est plus tellement bien recyclé. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. C'est qu'il y a plein d'acteurs, plein de petites pertes dans les procédés, et que c'est deux notions qui sont très différentes. C'est vraiment la différence entre la théorie et la pratique. Et nous, on le voit dans l'industrie, il y a énormément d'ingénieurs en éco-conception qui sont bien intentionnés et qui disent, mais regardez, j'ai construit quelque chose de recyclable. Et des fois, c'est en fait, dans, nos, dans nos formations, ce qu'on va venir aborder, c'est toute la notion de gestion du déchet. Parce que c'est pas parce que votre emballage, alors pas que l'emballage, mais même en fait le produit que vous avez mis sur le marché est recyclable, qui va être effectivement recyclé. Et des fois, on peut partir de loin, c'est-à-dire que c'est pas parce que le produit que vous mettez sur le marché, c'est un produit qui finit chez les ménages, qu'il a le droit de finir dans le contenant jaune ou en fait le bac multimatériaux de recyclage de déchets. Ce bac multimatériaux, il est réellement réservé qu'aux emballages. On a un peu des abus marketing aujourd'hui qui fait qu'on peut avoir une perception un peu biaisée du recyclage en tant que, disons, grand public, consommateur, etc. Par exemple, là, on a pris un exemple parmi d'autres. Hein. J'ai le logo métal recyclable à l'infini qui est souvent apposé sur des emballages en métal. Or, en fait, quand j'ai venir recycler du métal, bah, alors, j'ai déjà parlé un peu des pertes pendant le procédé. Est-ce que juste les gens jettent les canettes dans des poubelles de tri? Est-ce qu'ils ont des poubelles de tri à disposition? En France, les canettes, c'est recyclé que c'est collecté et recyclé qu'à hauteur de quelque chose comme 40%, donc dit recyclable à l'infini, alors qu'il n'y a même pas la moitié qui est bien collecté pour le recyclage. Déjà, c'est un peu abusif. Ensuite, pendant la fusion de la matière, j'ai des pertes, j'ai des parties qui s'oxydent, qui ne fondront pas avec les métaux. J'ai différents alliages. Dans une canette, j'ai 3 alliages différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne refais pas 100% de ma canette à partir de 100% de mes canettes. Et donc, quand on parle de recyclage infini, on peut parler de persistance du métal au travers des cycles de recyclage, mais ce n'est pas du tout une conservation infinie de la matière. Donc ça, par exemple, c'est un message marketing qui est un peu abusif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans tous les emballages alimentaires, en réalité, il y aura une fine couche de plastique à un moment pour protéger en fait à l'eau et à l'oxygène les aliments, parce que l'emballage, il n'est pas là pour rien. Les choix qui sont faits aussi au niveau des matériaux, Enzo le disait tout à l'heure, mais il faut faire attention de ne pas faire des transferts d'impact, parce que nous, c'est ce qu'on voit énormément dans l'industrie, c'est-à-dire que le plastique à mauvaise presse, on interdit le plastique, du coup, on remplace tout par du carton. Souvent, c'est du carton en plus qui est plastifié, et en réalité, c'est qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez mourir de chaud ou mourir de soif? Donc, il y a vraiment besoin d'une vision globale et aussi de ne jamais oublier qu'un emballage, il est là pour une raison, il est là pour emballer un produit et que le produit qui l'emballe a aussi un énorme impact. Donc, en fait, si par exemple, je mets, disons, une boisson gazeuse très mauvaise pour la santé sur le marché et qui, en fait, va nécessiter énormément d'extraction de sucre de la betterave, par exemple, au hasard, l'emballage en soi au niveau impact carbone, il va être très minime. Ce qui va être important, ça va être de réduire cette consommation de boissons gazeuses. Oui, en fait, je pense que ce que Lise voulait dire, c'est que par exemple, pour faire 1 litre de soda, j'ai besoin de 40 litres d'eau. Et ces litres d'eau, ils sont surtout associés à la production de sucre. Donc, ça veut dire si je veux avoir un vrai impact, c'est pas tellement j'ai une bouteille en carton, une bouteille en verre, c'est comment je fais pour mettre un peu moins de sucre,
comment je fais pour produire des biens qui sont juste plus responsables pour la santé des gens, etc. Tout est un peu lié, il faut bien faire attention où est-ce que je vais chercher l'impact et à pas trop me concentrer sur la fraction visible du déchet qui est en fait le sommet de l'iceberg. Si on prend l'exemple des bouteilles qui sont très très bien recyclées, les bouteilles en plastique en PET, en réalité, nous, on nous demande souvent de faire de l'économie circulaire, d'avoir des boucles fermées. Nous, ce qu'on voit dans le recyclage, qui est pour nous très important et impactant, ça va être de réduire les émissions carbone et donc d'aller voir où il y a de la demande pour cette matière. Donc, une bouteille en plastique qui est recyclée en une barquette, qui va être elle-même recyclée dans de la fibre des vêtements, vu que le plus gros du marché de cette matière plastique typique de la bouteille, elle est dans les vêtements. Pour nous, ça fait sens parce qu'on vient couper à la source l'extraction de matières premières pour la production de vêtements. Même si, bien sûr, en amont, il faudrait aussi, bien entendu, repenser sa consommation de vêtements et privilégier la seconde main. En sachant que ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas forcément tout faire en boucle. C'est-à-dire que j'arrive à transformer la bouteille en barquette, j'arrive pas à faire l'inverse. Donc il y a plein de raisons techniques. Évidemment, là, en caractère, on ne rentre pas dedans. Gardez bien à l'esprit que c'est pas parce que je transforme un objet en un autre que je peux faire l'inverse. Voilà, donc dans les autres un peu abus marketing qu'on va retrouver, on l'a déjà un peu abordé sur tout ce qui est transfert d'impact, c'est-à-dire que on va avoir l'impression qu'un emballage il est en carton, puis en fait j'ai moitié du plastique dedans. Et des fois il y a vraiment des choses où on va nous mettre en avant des solutions beaucoup plus écologiques. Et en fait quand on regarde un peu la technique, les matériaux qu'il y a derrière, on se rend compte que c'est pas si écologique que ça et que c'est surtout pour jouer sur la perception marketing qu'ont les gens par rapport aux produits et à l'écologie. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir désormais des réglementations beaucoup plus strictes sur les allégations marketing qui vont pouvoir être faites et tourner au niveau environnemental. Donc ça commencera par ce type d'allégation-là. Là, par exemple, si on prend l'exemple du sucre d'Adi, qui est vendu comme du carton, en fait, légalement, pour pouvoir être vendu comme recyclable dans la filière carton, il faut 51% de carton. Et c'est exactement ce que Daddy a fait, c'est-à-dire qu'il y a 51% de carton dans l'emballage et 49% de plastique. Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie plastique, cette fraction plastique va venir vraiment polluer les flux de recyclage du carton et ça va être un déchet à incinérer ou enfouir pour le recycleur de carton. Et là, typiquement, on a choisi cet emballage-là, mais on aurait pu en choisir d'autres. Hein. Ça a une couleur craft. En fait, c'est imprimé sur de la pâte carton qui est blanchie. C'est vraiment voilà, c'est marron, c'est vert, ça rappelle un peu la forêt, c'est écologique, cool. Mais en fait, l'emballage n'est pas bien mieux qu'avant. Il a juste l'air mieux. Et le consoeur lambda est complètement dupé parce que mon grand-père, le premier, sorti de ce placard en me disant regarde Lise, j'écoute tout ce que tu racontes, je me passe du plastique dans ma cuisine et en me sortant son sucre d'Adi en carton plastique. Un autre faux ami dont il faut énormément se méfier, c'est les bioplastiques. Alors bioplastique, c'est un peu un mot fourre-tout. On pourrait vraiment continuer pendant hyper longtemps sur cette question-là. Ça va résumer la biodégradation, les plastiques biosourcés. Il y a vraiment plein de notions, oui, et les deux, plein de notions mélangées ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2 minutes, le système de biodégradation de la nature est de base compliqué, c'est-à-dire qu'une feuille qui tombe d'un arbre, si elle tombe sur du bitume, dans l'eau ou sur la terre, elle n'aura pas le même temps de biodégradation. On peut facilement en fait se biofragmenter, donc devenir invisible à l'œil nu, mais derrière continuer de polluer les sols indéfiniment. Sauf que ça sera définitivement une pollution invisible. Donc vraiment, on vient cacher le problème. Et on est à nouveau sur des questions de gestion du déchet, puisque va y avoir besoin d'une collecte et de différents acteurs qui viennent à la chaîne pour une bonne gestion des biodéchets qui intégreront du plastique. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'actuellement, les bioplastiques sont quand même... on va quand même dire aux gens de ne pas les mettre dans le compost, que ce soit à la maison ou les composts de ville, parce que ça va venir pour des milliers de raisons, mais entre autres faire des effets de lasagne, et que comme pour le recyclage, en fait, c'est une question de mélange et de ratio de combien j'ai de déchets à chaque fois. Et en switchant vers des matières bioplastiques, biosourcées et biodégradables, ce qui pourrait faire sens, on peut se retrouver avec des problématiques de gestion du déchet si on ne pense pas en fait au premier levier, c'est-à-dire la réduction et à se passer de ces déchets. Et voilà, ça fait 15 minutes. Et on a 3 minutes d'avance. Super. Merci beaucoup à vous deux.
Il y a une question dans le chat, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Une question, le mixage des matériaux, est-ce que c'est un vrai frein au recyclage de chaque matériau ou les techniques de tri fonctionnent vraiment? Est-ce que les matériaux composites, est-ce que c'est la cata du coup? Alors là, on va utiliser le terme emballage complexé plutôt que matériaux composites, parce que matériaux composites, ça peut être aussi, par exemple, ce que j'ai dans l'aéronautique ou dans l'automobile avec la fibre de carbone, une matrice plastique, etc. Donc là, c'est plutôt, je colle différents couches de matériaux entre eux. Par exemple, la brique alimentaire qu'on a pour le lait, pour le jus, etc., j'ai du carton, 75% à peu près, du plastique et de l'aluminium, c'est le cas restant. En fait, ça va pas forcément gêner à la triabilité. Alors, ça peut, si par exemple sur un emballage, j'ai plusieurs couches. Alors, je peux avoir une étiquette qui prend la taille de toute la bouteille, qui va être dans un plastique A. Alors, la bouteille est dans un plastique B. Si j'ai un tri automatisé avec des rayons infrarouges, je viens scanner et en fait, il me dit que c'est le plastique A, alors que ma bouteille, c'était le plastique B, juste parce que c'est l'étiquette qui est dessus et qu'elle prend trop de place sur le corps de la bouteille. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est surtout que quand j'ai des matériaux qui sont collés entre eux, même s'ils sont bien triés, derrière, le recycleur, que l'on va appeler le régénérateur de la matière, lui, forcément, c'est-à-dire qu'il a des pertes. Parce que bah, si c'est quelqu'un qui a des pulpeuses pour la pâte carton, il ne va pas recycler du plastique. Donc ça, tout ce qui est plastique collé, ça lui entraîne des pertes dans la cellulose qui récupère du carton. Et quand ça se décolle quand même très bien, ça veut dire qu'à la fin, c'est un déchet qui va devoir aller incinérer ou enfouir. Alors pourquoi il ne va pas le recycler? Parce qu'en fait, il va récupérer différents emballages, des gobelets d'entreprise pour boire le café, des briques alimentaires de la grande distribution qui sont passées par des foyers des ménages. Et en fait, il va avoir du carton mélangé à plein de plastiques différents. Il ne saura pas c'est lesquels. Et donc, en fait, tout ça, c'est du déchet ultime qu'on appelle. Nous, ce qu'on aimerait bien rappeler, c'est qu'en fait, techniquement, rien n'est impossible. Comme on disait à l'époque, nous-mêmes, on a recyclé tout et n'importe quoi au niveau des emballages et on arrive toujours à en faire quelque chose. C'est qu'une question d'énergie et de financement en réalité et de logistique. Donc, énergie, financement et logistique, ce n'est pas réellement des problèmes techniques auxquels on va être confronté dans le recyclage. Oui, aujourd'hui, la plus grosse contrainte, c'est de faire du plaidoyer pour imposer des pourcentages de matières recyclées obligatoires dans tout. En fait, c'est même pas normal qu'en 2023, on ait le droit de produire sans qu'il y ait de matière recyclée dans nos produits. C'est juste pas normal. Demain, j'impose ça, la demande pour la matière recyclée monte. Donc, les recycleurs, c'est très facile d'aller voir le banquier, d'aller voir des investisseurs et de dire bah, je vais m'équiper de telle ligne un peu plus tech, un peu plus complexe. Je n'aurai pas de souci pour négocier un emprunt à la banque parce que je sais que derrière, j'ai de la demande. Aujourd'hui, le problème, c'est que je vais avoir des procédés où la matière en sortie va me coûter plus cher que de la matière qu'on appelle vierge, qui est directement issue de ressources fossiles. Et donc, je ne suis pas compétitif en tant que gestionnaire de déchets. Et ces questions-là sont en train de changer. Et d'ailleurs, on le voit sur ces dernières années. Nous, on a vu vraiment depuis 5 ans à quel point ça évolue. Et il y a des nouvelles législations d'intégration de matières recyclées, notamment dans les bouteilles, qui changent complètement la donne et le marché du recyclage et qui rend en fait possible des choses qui étaient impossibles avant parce que financièrement, ça coûtait trop cher. Parce que oui, en fait, incinérer ou enfouir, ça coûtera toujours moins cher que de mettre en place du recyclage. En tout cas, moins cher d'un point de vue financier, pas sur un point de vue écologique. Ok, ben, merci beaucoup. Une autre question, on avait Pierre, alors c'est très spécifique à un événement en particulier, mais ça peut être, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Je suis étudiant, je m'intéresse à comment les JO 2024 vont tenir compte du recyclage des équipements matériels sportifs et pas que. Pensez-vous que ce genre d'événements prenne réellement en compte cette problématique de recyclage? Si oui, comment? Alors, en fait, il y a une grosse pression parce qu'il y a une grosse attention médiatique, donc c'est une bonne nouvelle. Il faut Après, continuer de mettre la pression. en fait, c'est super dur d'avoir un truc qui est 100% parfait, en plus quand tu n'as pas forcément toutes les solutions qui existent. Déjà, un des moyens de réduire un peu la pression environnementale, c'est de demander de la matière recyclée. Donc, j'ai besoin de 10 000 podiums. Comment je fais pour que ce soit déjà de la matière recyclée avant même de parler du recyclage de ces podiums? Et après, bah, ça veut dire que dans mes appels d'offres publics, il faut que j'ai quelque chose qui soit très très clair, où j'ai bien découpé qui le produit, comment je fais en sorte qu'il y ait des contraintes sur la gestion de la matière recyclée. Et après, comment j'ai fait des appels d'offres publics pour gérer le démantèlement et pas juste je dégage tout à la poubelle, quoi. La bonne nouvelle, c'est que depuis cette année, en réalité, donc, il y a des nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs qui se sont développées. Donc, ça va être en fait la filière de gestion. Il y a une espèce de collecte, bref, c'est un peu compliqué, mais c'est de la gestion. Ils vont collecter l'argent, comme un peu quand tu payes une écotaxe, quand tu achètes une télé. Après, il y a une redistribution qui va être liée au recyclage pour financer en fait justement le recyclage.
Et cette année, donc, il y a une nouvelle filière REP qui s'est développée pour le sport et pour le bâtiment. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation pour les filières sport et bâtiment de cotiser en quelque sorte pour le recyclage. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que de toute façon, tant que les produits en amont ne sont pas éco-conçus pour le recyclage et dans le sport, ça peut être vite très compliqué parce que c'est plein de matériaux différents. Euh, même déconcevoir, même en amont, on va pas pouvoir aller vers du recyclage de haut niveau avec une mise en place d'une filière de recyclage. Ok, super, merci. On a encore du temps, tant mieux. Question de Daniel, des contraintes sur la recyclabilité entre guillemets sont-elles imposées ou sont-elles prévues d'être imposées à court terme pour les produits justement de la grande distribution? Et alors, il y a déjà des choses qui sont pas forcément imposées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, en théorie, si tu mets des emballages sur le marché via, par exemple, un supermarché, tu es censé payer une contribution financière pour le recyclage. Donc, quand j'achète un pot de yaourt, en fait, je sais pas, mais j'ai quelques centimes qui remontent à une entreprise privée qui l'a réparti pour compenser les collectivités, faire de la communication sur le tri, faire un peu d'éco-conception auprès de leurs clients, etc. Donc, ça veut dire que si mon emballage il n'est pas correctement éco-conçu pour la recyclabilité, en fait, je suis censé normalement avoir un peu un malus sur cette cotisation qui est une taxe, qu'on n'a pas le droit d'appeler taxe parce que c'est pas officiel, mais c'est comme une taxe, comme la TVA. Aujourd'hui, c'est le système de malus-bonus, il n'est pas assez pertinent. Le delta n'est pas assez important pour qu'on soit vraiment, on ait vraiment envie de dire, bah voilà, ma ligne d'emballage, si je veux la changer, ça me coûte 15 millions d'euros. C'est quand même des gros sous. Le malus à l'année, ça me représente moins d'1 million d'euros. Donc en fait, je ne vais pas m'emmerder pendant les 10 prochaines années à changer. Et même, des fois, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on l'a eu pour plusieurs marques, on l'a eu pour Boursin ou même pour les bouteilles Badois, où en fait, on sait très bien comment faire de l'éco-conception et que l'emballage est mauvais, et les marques vont préférer dire je m'en fiche, je paye, parce que mon emballage en fait est symbolique, et c'est ce qui me fait me différencier dans les rayons. Du coup, je préfère payer que de perdre en fait une partie de mes clientèles si jamais je change mon emballage. C'est en train de changer parce que là, il y a un gros règlement sur les déchets d'emballage qui est en train d'être négocié au sein de l'Union européenne. Mais en fait, on sait pas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lobby qui est fait en ce moment. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui va en découler. Et en théorie, il y aura un peu, ce règlement-là aura le droit de vie et de mort sur les emballages qui ne sont pas recyclables. En disant, bah, lui, pas recyclable, il sera interdit de mettre sur le marché en 2030. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, jusqu'à présent, normalement, on n'avait pas le droit d'inscrire recyclable sur un produit s'il n'y avait pas une filière de recyclage viable financièrement qui existe, sauf en France, parce qu'en France, on avait une petite étoile qui avait été mise par les lobbies dans la loi, où en fait, on avait le droit de le mettre sur le marché s'il y avait une filière test de recyclage qui existait. Sauf qu'à ce petit jeu-là, comme on vous l'a dit, en théorie, presque tout est recyclable. La question, c'est la pratique. Ok, super. Euh, Question de Margot, et puis il y a d'autres questions qui arrivent, qui s'enchaînent. Ça peut être rapide. Les emballages en carton aujourd'hui, est-ce qu'ils sont 100% recyclés? Ça va peut-être dépendre type de contenant. Alors, ils sont forcément pas 100% recyclés en ce sens que tu as déjà des pertes au tri. C'est-à-dire que tous les emballages en carton ne vont pas dans la bonne poubelle. Tu as des entreprises qui ne payent pas de prestataires de déchets, donc ils mettent tout dans une benne, etc. Donc, tu peux pas dire 100% recyclé quoi qu'il arrive, parce que tu n'as pas 100% de collecte pour le recyclage. Oui, parce que ce qu'on a oublié de préciser en amont, c'est que la manière dont les déchets sont recyclés en entreprise, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes à la maison. On a l'impression qu'en fait, vu qu'à la maison, c'est effectué, ça va être effectué en entreprise. En entreprise, c'est à l'entreprise de mettre en place une collecte des déchets pour le recyclage, puisque ce n'est pas directement payé par cette taxe de l'emballage quand on achète. Voilà. Et puis ensuite, tu vas avoir un peu des pertes dans le procédé. C'est-à-dire que le recycleur de carton qui fait sa pulpe avec son pulpeur, il a toujours des petites pertes quoi qu'il arrive. Donc en fait, après, c'est quelle usine à quelle technologie? Est-ce que c'est 2% ou 15% de perte? Quelle typologie de déchets elle rachète? Est-ce que c'est mélangé un peu avec du plastique, un peu avec de l'aluminium, etc. Est-ce que j'ai 15% de perte de cellulose collée à du plastique qui reste quand j'écume mon pulpeur? Enfin, après, là, on rentre dans les détails techniques, ça pour dire que ce ne sera jamais 100%. Ouais. Et question de Bernard, et puis je la compléterai un peu. Alors, il dit qu'on a un doute sur la recyclabilité. Est-ce qu'il vaut mieux mettre dans la poubelle jaune recyclable en disant qu'au pire, ça finira incinéré
ou enfouis, ou prévoir le pire d'emblée, mettre dans la poubelle déchets ménagers. Alors la question, on peut la transposer aussi, enfin là c'est pour les citoyens, mais ça peut être aussi pour une entreprise. Moi je la prolonge un peu, c'est comment on peut savoir, enfin, sur tel produit, tel déchet, quelle boîte à outils, comment on pourrait savoir. Ouais, alors avant, c'était franchement chaotique. Normalement, récemment, sur tous les emballages et sur l'étiquette, j'ai écrit bah, jeter dans la poubelle emballage ou jeter dans la poubelle traditionnelle. Et en fait, là, la stratégie a encore évolué. On a dit, bah, puisque on n'arrive pas à correctement dire aux gens c'est recyclé, c'est pas recyclé, on met tout dans la poubelle emballage dès que c'est un emballage. Dès que c'est un emballage. C'est-à-dire que ma paire de palmes en plastique, en polypropylène, même si le polypropylène est très bien recyclé, je la mets pas dans la poubelle emballage parce que c'est pas un emballage. Il faudra que je l'amène à la déchetterie dans une benne article de sport. Euh, et donc, c'est un emballage, j'ai un doute, j'ai pas de doute à avoir, c'est dans la poubelle emballage. En fait, c'est comme ça que ça passe. Ça veut dire que ça ne sera pas forcément recyclé parce qu'au tri, il y a beaucoup plus de déchets d'emballage qui vont arriver. Il y en aura une fraction qui était bien recyclée, où les gens auraient peut-être eu le doute, ne l'auraient pas acheté à la bonne poubelle, et du coup, ça améliore un peu les quantités de matière qu'on va recycler. Mais tout ce qui n'était pas recyclé, du coup, ça ira quand même à l'incinération, l'enfouissement après le tri. Mais comme l'étape de tri est essentielle et on a besoin que ce déchet arrive dans le bac jaune, du coup, il faut absolument le jeter dans le bac de recyclage des emballages. Ok, super. Euh, Autre question également, en tant que, bah là enfin, on a beaucoup parlé citoyens et il y a des commentaires et de toute façon tout se recoupe, hein. Des déchets d'entreprise peuvent être des déchets qu'on trouve chez les citoyens. Si on est une structure, on va dire privée, quelle que soit la taille et le secteur, j'allais dire, c'est quoi les premiers gestes, c'est quoi les premières actions? Et enfin, c'est quoi les boîtes à outils, vers qui on peut se tourner comme acteur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une transition pour les témoins ou c'est une question pour nous? C'est une question pour vous. Ok, 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 ok. En fait, déjà, il faut avoir conscience qu'en tant qu'entreprise, normalement, je ne suis pas trop censé mettre mes déchets dans les poubelles de la collectivité, parce que ça, c'est plutôt pour les ménages. C'est-à-dire qu'il faut que je paye une prestation de gestion des déchets. Et donc là, il faut se renseigner bah, qui est l'acteur local qui peut collecter les déchets. Donc j'ai plein d'offres vraiment différentes. Je peux avoir une grosse benne où je loue le nombre de bennes, ou au jour où la benne est dans le parking de mon entreprise. Je peux avoir des gens qui viennent collecter des sacs de 20 kilos, je peux avoir des gens qui viennent collecter des sacs de 500 kilos, il y a plein d'options. Quand je suis une grosse entreprise, j'ai ce qu'on appelle des gestionnaires délégués de déchets qui vont standardiser en fait le contrat avec différents prestataires de déchets sur tous les territoires de France et qui vont dire bah, dans cette région tu travailles avec un tel site à telle région tu travailles avec un tel et donc en fait j'ai pas à tout m'occuper, je délègue cette prestation à quelqu'un que je rémunère. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. On va pouvoir passer au témoignage de Marie-Cécile, Ok. qui pourra se présenter, se représenter et qui témoigne au nom de groupe ADP. Surtout, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et puis, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, pardon. Elles ne sont pas perdues, hein. Je reprendrai tout à l'heure. Hop. Bien, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour un sujet aussi intéressant. Donc, je suis chef de projet au pôle environnement et énergie au sein de la direction du développement durable et projet du groupe Aéroports de Paris. Alors, le groupe Aéroports de Paris, c'est 23 aéroports gérés à l'international et les aéroports franciliens, bien sûr. Donc, on a aussi bien des aéroports, ça va de Santiago du Chili à la Turquie, on a les aéroports turcs, les aéroports indiens, on a Liège, enfin voilà, c'est un groupe très important au niveau aéroportuaire. Je vous ai mis sur la slide là l'accueil passager et puis le trafic passager. Mais je crois que là, ce qu'on va faire, c'est on va se concentrer sur les aéroports franciliens. Donc l'aéroport de Paris SA, c'est ce que vous connaissez certainement sous la marque Paris Aéroport. Donc c'est l'aéroport de Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle, avec un nombre de passagers de 57,5 millions de passagers accueillis en 2022. C'est le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Europe, après Londres, et le troisième au niveau des hubs européens, après Francfort et Amsterdam. Et c'est aussi le hub du groupe Air France KLM et puis de l'alliance Skystream. Et il y a aussi beaucoup de fret, hein. C'est un hub de fret pour FedEx et DHL.
Donc, ça va avoir un impact assez important sur nos déchets. Donc, on a en 2022 des déchets qui s'élèvent à 11 tonnes à Paris-Orly, 18 000 tonnes à Paris-CDG et 11 000 tonnes à Paris-Orly, en sachant que les taux de valorisation matière sont relativement faibles. À Orly, on a 65%. Ça a l'air énorme comme ça, mais dans les 7 200 tonnes, on a 6 000 tonnes de déchets verts. Donc, en fin de compte, la valorisation matière n'est pas si importante que ça. C'est pourtant indiqué dans notre politique stratégique 2025 Pioneers for Trust. Le but, ce serait d'atteindre un taux de valorisation matière de 44%. 44%, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce serait d'obtenir, bien sûr, un taux de valorisation matière de 50%. Or, les déchets qu'on a sur les aérogares, c'est essentiellement des cartons. Ça peut paraître évident quand on voit le tonnage de fret qui arrive sur les aéroports. Alors, c'est plusieurs milliers de tonnes de carton, plus de 2000 tonnes à CDG, presque la moitié à Orly. Viennent ensuite si je reprends les chiffres, voilà, on a plusieurs centaines de tonnes de bois et de biodéchets. C'est vraiment les deux déchets les plus importants après le carton. Ensuite, on a le papier et les films PE, parce que vous savez qu'on emballe beaucoup le fret et les films PE, puis les valises aussi. Les passagers font des fois emballer leurs valises et ça consomme beaucoup de films. Et puis ensuite, on a du papier, pas mal de papier. Et en dernier, je dirais qu'on a les PET, donc le plastique des bouchons qui sont facilement recyclables, et la ferraille. Voilà. Au niveau des déchets internationaux, pour les vols, on ne récupère rien parce qu'on n'a pas le droit de récupérer ces déchets qui sont incinérés. En revanche, on est en train d'essayer de mettre en place la récupération des déchets des vols de l'Union européenne, des vols qui arrivent de l'Union européenne. Alors ça pose pas mal de problèmes à prendre en compte, étant donné qu'on se demande s'il va falloir mettre un ICPE, par exemple, une installation classée protection de l'environnement sur piste, ou est-ce qu'on va la mettre hors piste. Enfin voilà, ça, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées à gérer. Et c'est en cours. On valorise aussi beaucoup les déchets non recyclables en valorisation énergétique. Et les déchets de piste aussi, qu'on trouve sur la piste, on les met en valorisation énergétique. Et tous les déchets de retour avion pour l'instant, en attendant de pouvoir les récupérer. On mène aussi des expérimentations pour essayer de récupérer toutes les bouteilles. Vous savez, quand on passe les pifs, les points de contrôle des douanes, on a énormément de bouteilles. Donc, on essaye d'avoir du matériel qui va enlever le liquide et qui va les broyer. Alors, donc ça, c'est aussi en cours d'expérimentation pour améliorer les déchets. Ensuite, on a pour la valorisation matière, j'ai oublié de vous dire, on a le prestataire Paparec qui est leader sur le recyclage des produits qu'on a choisi et avec qui on a un marché d'à peu près, je ne sais plus, je crois que c'est 7K €. Enfin, la vente de nos déchets nous apporte pas mal d'argent au niveau chiffre d'affaires. Je crois que ça doit être 7 millions d'euros, pardon, 7 millions d'euros à CDG et 2 millions à Rue. On est adhérent à un éco-organisme qui s'appelle Ecofolio. Aujourd'hui, ça a l'air anecdotique, mais on a du mal à trouver ce qu'on peut recycler en plus. Donc, par exemple, aujourd'hui, cette année, là, on vient de mettre en place le recyclage des casques de chantier. C'est un petit peu comme l'électricité, quoi. Au début, c'est très facile de faire des économies ou de recycler plus, mais à un moment, ça devient difficile et on recherche ce qui peut rester à faire, quoi. On a aussi dans le même genre le recyclage des mégots. Enfin, je dis dans le même genre parce que c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est plusieurs tonnes de mégots, bien sûr, qu'on récupère sur les aéroports.
Mais on teste différentes solutions et apparemment, là, ce serait Cyclope qui serait déjà en test, la CDG qui serait retenue pour les deux plateformes. On fait aussi des expérimentations de tri sur les aéroports en vue des JO, en particulier le biflux, le triflux, en particulier essayer d'améliorer le tri non seulement des passagers, mais aussi les biodéchets, parce qu'on a un gros souci avec les biodéchets. En gros, les hôtels et restaurants ont beaucoup de mal à bien trier leurs déchets. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé de leur donner des seaux pour trier les déchets, les biodéchets. Et ainsi, ils vont pouvoir, en porte-à-porte, bénéficier des conseils des gens qui vont aller collecter en porte-à-porte les seaux pour pouvoir justement améliorer le tri, parce que des fois, ça passe par là, ça passe par du porte-à-porte. On récupère aussi beaucoup de OIT, OIC, ce sont les objets interdits au transport ou les objets interdits en cabine, en particulier beaucoup d'aérosols, beaucoup de ciseaux, une tonne de jouets, enfin voilà, des chargeurs aussi d'ordinateurs, de téléphones, etc. Donc ça, pour l'instant, vu que c'est sous douane et que c'est dans une zone donc internationale, ça nous appartenait pas, on ne pouvait pas les recycler. Mais là, pareil, à Aéroport de Paris, on négocie beaucoup avec les gouvernants au niveau de l'Union européenne pour faire évoluer les réglementations. Et logiquement, ça, maintenant, on va pouvoir trouver des solutions, ne serait-ce que pour, par exemple, que les passagers puissent se renvoyer leurs objets confisqués en dernière minute, comme c'est fait à l'aéroport de Lyon, par exemple, etc. Sinon, la chose qu'on a mis en place, la plus intéressante au niveau du tri des déchets, c'est ce qu'on vient de faire en ce moment, c'est on a révisé la grille de tarification. Alors ça marche très très bien. En gros, quand on a baissé l'abonnement de nos entreprises sur les plateformes. Vous savez, il y a énormément d'entreprises sur chaque plateforme, plus de 700 CDG, ça doit être 300 Orly, quelque chose comme ça. Ils ne sont pas obligés de venir chez nous pour le tri des déchets, mais en général, ils viennent chez nous. Donc, on valorise leurs déchets. Et ils payent un abonnement de base. Et on a baissé cet abonnement de base au maximum. Et par contre, on a vraiment augmenté les tarifs de ce qui se trie mal, en particulier les biodéchets et la ferraille. Les PET aussi, bien sûr. Enfin, voilà. En gros, il va y avoir ceux qui trieront mal, en gros, vont payer vraiment très cher ce qu'ils vont mal trier, quoi. Parce que bien sûr, on pèse tout ce qui est issu de nos concessionnaires. J'ai mis aussi sur la slide de valorisation matière l'upcycling des uniformes, parce que voilà, ça aussi, c'est un peu une niche, mais c'est aussi intéressant de voir. En 2019, on avait renouvelé tous les uniformes du personnel, alors là, Aéroport de Paris SA, et on avait donné 21 tonnes de vêtements. En général, c'est plutôt 5-10 tonnes par an. Et on a eu la chance avec l'atelier Renaissance, qui est aussi une entreprise d'insertion, parce que ça, c'est important aussi de faire travailler des entreprises d'insertion, et c'est dans notre code de marché responsable et durable. Cette entreprise d'insertion a fait des vêtements, comme vous pouvez le voir sur la photo. On a eu un défilé de haute couture avec Renaissance à l'Institut du monde arabe, avec Jacques Lang qui était là, etc. Et ça vous montre voilà, qu'on peut recycler des choses vraiment très, très belles. Alors avant, nos uniformes étaient effilochés parce qu'on ne voulait pas surtout que des individus s'emparent de ces uniformes et se fassent passer pour des agents ADP. Maintenant, voilà, ça évolue. On peut prendre les chemises, par exemple, mais pas les vestes. Voilà. Ça aussi, c'est un peu dur à faire évoluer. Sinon, au niveau des biodéchets, ce qu'on fait, c'est beaucoup de valorisation énergétique. À Orly, c'est très chouette parce qu'on a une usine qui s'appelle Bionerval à Étampes qui méthanise tous nos déchets. Mais on essaye de faire encore plus proche. Aujourd'hui, on a un projet de méthanisation avec les mines de Rungis, le marché de Rungis. Et c'est pas nous qui pilotons le projet, c'est l'incinérateur de Rungis. Sinon,
En biodéchets à Paris-Orly, en aérogare, on a réussi à avoir 90 tonnes de déchets traités en 2022, mais on a évalué que les déchets alimentaires, c'était 430 tonnes de déchets. Donc, vous voyez, on a encore de la marge pour arriver à notre objectif réglementaire qui est de 100% des déchets triés en 2024, au 1er janvier 2024. Ensuite, pour les JPO, oui, on a les Journées olympiques, on a mis en place pas mal de projets. Alors, le premier projet, c'est de limiter les sacs plastiques, les sacs poubelles des agents d'entretien déjà, parce que 21 millions de sacs à Paris-Orly par an, c'est énorme. On a aussi des sacs plastiques au poste d'inspection filtrage, pardon, d'inspection filtrage, 4 millions de sacs à Paris-Orly. Donc là, le but, c'est d'essayer de trouver des sacs qui ont des impacts moindres tout en gardant nos obligations réglementaires, à savoir par exemple les sacs plastiques où vous allez mettre vos médicaments pour passer les douanes. Ben, il est forcément transparent, il est forcément ouvrable et bien fermé. Ça ne peut pas être un petit filet. Voilà. Donc là, on a choisi de prendre des sacs à base de canne sucre et d'amidon de maïs et de polymère, et on a pour les sacs des femmes de ménage des sacs à base de résine d'algues et de PE. On a regardé aussi si on pouvait les composter, les recycler sur place, mais ça c'était un peu compliqué. Enfin voilà, les sacs qui avaient les moindres impacts sur les 25 entreprises en gros à chaque consultation qu'on a faite, qui avait le moindre impact, c'était cela. Moindre impact carbone, mais aussi sur l'environnement, en prenant en compte aussi où c'était traité, est-ce que c'est local ou pas. Ensuite, on va essayer aussi d'expérimenter un dispositif de consigne pour le réemploi des contenants alimentaires des aérogares, en particulier donc restaurants, les hôtels ne sont pas concernés pour l'instant. Le but, ce serait que quand vous allez prendre un sandwich ou une boisson, un plat, quelque chose, ce soit servi dans une assiette ou des verres ou des tasses qui puissent être déposés là où vous irez vous asseoir, hein, dans les salles d'enregistrement, par exemple, ou là où il y a des sièges pour se reposer, et que cette vaisselle soit collectée. Peut-être même à terme, on ne sait pas, lavée sur place et redistribuée, donc indifféremment aux différents bars et restaurants. Ça, c'est encore un projet qui est juste en développement, enfin en test. Hein, voilà. Sinon, oui, pour les JO, on a aussi participé à un groupe de travail avec Citeo, la SNCF, la RATP, etc., pour bien sûr harmoniser les gestes de tri dans les aérogares, hein, faire que ce soit pareil, les mêmes couleurs, la même signalétique. Voilà. Sinon, pour le biogaz à Bionerval, en gros, ça permet d'avoir à peu près 1300 tonnes de biogaz par an, et les digestats sont donnés gratuitement aux agriculteurs. Donc, j'en arrive au slide réparer et réutiliser, parce que la valorisation matière, ça gaspille forcément de l'énergie. Et le but, bien sûr, c'est de réutiliser, c'est de réparer. Alors, vous savez qu'aéroport, en gros, on a un tiers de notre activité, c'est de la construction. Hein. On construit des aérogares, des aéroports, bien sûr, mais on construit aussi des bâtiments, des bâtiments de bureaux, des crèches, enfin, on construit plein de choses. Donc, on essaye de réemployer au maximum les déchets de chantier. Donc, on a mis en place des groupes de travail réemploi. On essaye aussi, ça c'est un autre projet qui est en cours, on en est au cahier des charges, de faire une plateforme de réemploi sur les aéroports. Parce que par exemple, pour la piste 3, là, dont je vous ai mis la photo à Paris-Orly, on arrive à récupérer tous les matériaux, aussi bien des bâtiments qu'on démolit, mais aussi des pistes. Là, je vous ai mis une photo de la piste 3, où en gros, on a réussi à récupérer tout le matériel qu'on a concassé, donc tout le ciment, tout déferraillé, etc. Et on a réutilisé pour la nouvelle piste 2/3 de ces travaux. Et pour la nouvelle, enfin, avec ce tiers, le tiers qui reste, on va essayer de le conserver pour des travaux et pour la plateforme qu'on pourrait monter éventuellement sur place ou pas d'ailleurs. Voilà. Sinon, bien sûr, on fait des collectes. Alors, il y a les collectes des maisons de l'environnement, mais aussi de la fondation.
des collectes de lunettes, de jouets, de vêtements, de costumes, enfin qu'on donne aussi à la cravate solidaire. On fait beaucoup travailler les entreprises de l'ESS et c'est aussi très important dans notre politique RSE. Et ensuite, je ne sais pas combien de minutes il me reste, j'ai oublié de regarder. Vous m'entendez? Oui, bah, normalement, tu devrais être à la fin. On devrait passer à la D'accord, fin. ok. Non. Donc, en gros, je voulais souligner l'importance des éco-salariés. En gros, il y avait une étude qui parlait des éco-salariés dans le Harvard Business Review et qui disait qu'en gros, 10% des collaborateurs peuvent changer toute l'entreprise. Et tous les projets, enfin beaucoup de projets dont je vous ai parlé, les mégots, il y a aussi les capsules Nespresso, bien sûr, le tri des biodéchets, etc., ça a été initié il y a quelques années par les éco-salariés. Alors, bien sûr, on n'a pas la disponibilité quand on est éco-salarié que quand on est chef de projet environnement pour mettre en place tout ça, ou quand on est gestionnaire d'aérogare. Mais souvent, ce sont des projets qui ont été initiés par les salariés. Entre parenthèses, je vous ai mis aussi une slide Gratiferia. On n'en a fait que deux en 2016 et 2017. Mais je trouve que c'est important de faire des Gratiferia en entreprise parce que ça apprend aux gens que lorsque les produits sont gratuits, il ne faut pas forcément tous les prendre, quoi. Ça apprend à se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, en entreprise, ça a vraiment super bien marché au niveau de la collecte. Par contre, si vous en organisez dans vos futures entreprises, il faut vraiment que ce soit tout proche des endroits où les gens passent, et en particulier des cantines, parce qu'on en a fait une devant une cantine et les gens ne prenaient pas le temps de traverser la route pour y aller, quoi. Donc, il faut vraiment que ce soit à proximité des cantines. Mais je trouve que c'est un élément de sensibilisation assez important. Et puis, bien sûr, oui, alors, les éco-salariés font aussi des ateliers. Enfin, par exemple, il y a un atelier, enfin, il y a un groupe, pardon, en ce moment, c'est comment réduire son impact à la maison. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis l'image do it yourself. Mais surtout, les éco-salariés aujourd'hui, qu'on appelle chez nous les salariés engagés, animent des fresques. Donc, on a réussi à faire passer en obligatoire de former tous les salariés en CDD d'Aéroport de Paris. Enfin, les CDD de l'année dernière, 5500. On est un petit peu plus nombreux aujourd'hui sur les aéroports franciliens. Mais donc, on va former 5500 salariés aux fresques du climat. Et une fois qu'ils ont fait les fresques du climat, ils ont accès soit à la fresque des déchets, soit à la fresque de la biodiversité. Et là, c'est pareil. Enfin, on voit des collaborateurs qui mettent en place pour leurs équipes, qui mettent en place au niveau de l'aéroport, etc., dans leur domaine des compétences, des actions très novatrices. Enfin, il y a même des gens qui deviennent, qui mangent bien sûr beaucoup moins de viande, mais qui deviennent végétariens. Enfin, voilà. Enfin, je trouve que ces fresques sont vraiment un élément de sensibilisation et de changement de comportement très impressionnant. J'avoue que moi, personnellement, j'ai pas peur de faire peur aux gens, voilà, pendant les fresques. Je me dis, enfin, vaut mieux être conscient et puis de mettre en place des choses plutôt que de limiter le stress quand on anime des fresques et puis de chercher des mauvaises solutions après, quoi. Je me dis, faut vraiment être conscient des choses et mettre en place cela. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense que la dernière slide, c'est en gros les salariés du groupe, on arrive à les sensibiliser en faisant des fraises, des cafés environnement, des jeux d'entreprise, en espérant en refaire un à la rentrée. Je vous conseille Ma Petite Planète ou l'Energy Challenge. J'espère qu'on va faire l'Energy Challenge cette année, enfin l'année prochaine, pardon, en janvier. Les clients, les concessionnaires, on fait des clubs de partenaires environnement, des groupes de travail, bien sûr. Et puis, la même chose avec les fournisseurs et les passagers. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. On y travaille, voilà. Parce qu'on on peut pas rajouter beaucoup de signalétique en aérogare, quoi. Il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc voilà, là aussi, c'est le problème de négociation, de savoir est-ce qu'on peut faire un petit film sur les écrans ou non. Enfin voilà, c'est toujours lié à des facteurs humains, beaucoup. Il faut développer beaucoup de bonnes relations avec tout le monde et puis des groupes de travail et voilà, mettre tout ça en place. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée, j'ai eu des problèmes avec mes écrans tout à l'heure au début Pas de problème. Un grand merci, un peu Marie-Cécile. stressée On voilà. reviendra tout à l'heure sur ton intervention avec notamment les questions. Là, on va enchaîner avec Benoît, mais on se rend compte qu'il y a différentes contraintes, soit législatives, soit l'humain derrière, enfin voilà, réglementaire. On en reparlera Ouais. tout à l'heure. Merci Ok, beaucoup. je vous remercie. Benoît, est-ce que tu
Benoît Thierry, je travaille pour la région Occitanie. Je suis chargé de projet déchets économie circulaire. Bon, très très rapidement revenir un petit peu sur mon institution, sur ma structure. Donc, une carte pour localiser. Déjà, c'est pas toujours évident, mais on est bien tout au sud, hein, plutôt ouest. Vous voyez la partie bleue. Et ce qu'on peut retenir, ce qui est important quand même, hein, et qu'on voit bien quand même quand on voit la carte de la France, c'est qu'on est une des grandes régions avec Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est la deuxième plus vaste de France. Si on compare à l'international, c'est aussi grand que l'Irlande, par exemple. Donc, c'est pas rien. Et puis, c'est surtout une grosse population, hein. En Occitanie, c'est 6 millions d'habitants et 6 millions actuellement, mais une région qui évolue, qui augmente au niveau démographique en permanence, autour notamment du pôle urbain et métropolitain de Toulouse, de Montpellier et de tout le littoral, qui est forcément un gros attrait aussi. 6 millions d'habitants, 250 000 étudiants, hein, également, et puis donc 13 départements. J'ai toujours un petit peu de mal à tous me les rappeler, mais en tous les cas, ça, vous voyez, c'est quand même un territoire très, très vaste. Et donc, la collectivité régionale, c'est donc plus de 6 000 agents aussi, et des intercos, des communes, et des compétences qui sont très variées. On peut nommer pour les plus importantes, hein, et celles que vous connaissez le mieux certainement, celle de l'aménagement et de l'exploitation des lycées. Hein, et qui, du coup, derrière, c'est un grand nombre des agents, justement, quand je parle de 6 600 agents qui travaillent pour la collectivité, un grand nombre, appelés ARL, hein, agents des lycées, travaillent sur l'ensemble du territoire, hein, le reste sur les deux sièges que sont donc, du coup, Toulouse et Montpellier. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais, moi exactement? Qu'est-ce que fait la région Occitanie, comme l'ensemble des régions, sur les déchets? Donc, on a déjà une obligation réglementaire que nous a confié le législateur, c'est celle d'élaborer un document de planification concernant la prévention et la gestion des déchets. C'est le document que je vous ai mis à droite, en haut à droite. En fait, ce pavé qui fait pas loin de 600 pages définit sur l'ensemble des flux de déchets des ménages et des déchets des professionnels, exclut uniquement les déchets radioactifs, comment on envisage de gérer collectivement la diminution, la réduction, c'est ce mot de prévention qui est vraiment important et sur lequel je vais axer ma présentation, et comment, le cas échéant, on va gérer collectivement sur notre territoire les déchets qui n'ont pas pu être évités, donc comment favoriser leur valorisation matière, leur valorisation énergétique et, le cas échéant, leur élimination. Voilà. Donc, ce document que je vous cite, qui a donné lieu à un gros travail de concertation avec l'ensemble des acteurs territoriaux, les acteurs privés, les acteurs associatifs, les acteurs régaliens aussi, investis sur les déchets, a abouti donc en 2019 à ce document-là avec des objectifs chiffrés et un suivi qui est réalisé tous les ans et exposé à l'ensemble des parties prenantes. Ce plan régional, il inclut, mais ça c'est une obligation également, un programme régional d'action en faveur de l'économie circulaire. Et je vous l'évoque parce que c'est le plus important pour nous. Si on veut réduire et prévenir la production de déchets, il faut agir sur les différents piliers de l'économie circulaire. Donc, je ne vous ai pas remis la roue avec les 3 domaines, les 7 piliers de l'économie circulaire. Je pense que vous les connaissez tous, mais nous, dans notre programme, donc du coup, on va reprendre l'exhaustivité de ces piliers et essayer d'être actifs de différentes manières, soit en étant nous-mêmes maîtres d'ouvrage sur un certain nombre d'actions, soit en accompagnant des acteurs, soit certaines fois en finançant des projets. Donc, on est actif sur le changement des modèles économiques, l'économie linéaire, l'économie circulaire, sous les 3 formes que sont, par exemple, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, développement de l'éco-conception, écologie industrielle et territoriale. On est actif aussi auprès des acteurs et avec les acteurs de la recherche, avec la constitution d'un pôle pluridisciplinaire d'acteurs de l'économie circulaire, qui va regrouper aussi bien des sciences dures que des sciences molles, et donc du coup des fonds qui vont être dédiés à ce groupe-là et qui pourra l'auto-gérer en fait, hein, en fonction des différents projets qui peuvent naître sur notre territoire. C'est aussi
des efforts qui sont faits, un groupe de travail sur les achats publics et comment insuffler de l'économie circulaire dans les achats publics. Et bien évidemment, des sujets un peu plus terre à terre sur le déchet, autour des 3 R, autour des biodéchets, autour des déchets du BTP et ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous barber avec ces sujets-là, mais plutôt aller après derrière sur une déclinaison volontariste. Nos élus régionaux, au-delà des obligations réglementaires qui nous sont faites, souhaitaient focuser notre attention sur un certain nombre de sujets et forcément celui du plastique, qui est quand même un sujet vraiment très prégnant depuis de nombreuses années maintenant. Et on m'a demandé d'élaborer un plan plastique. Donc, il y a maintenant 3 ans, je travaillais pareil en concertation avec les acteurs parties prenantes intéressées sur ce sujet-là pour constituer un document et un plan d'action surtout de 40 actions dont la finalité est à 2030 d'éradiquer le plastique ultime en élimination. Donc, c'est le zéro plastique ultime au fond du trou, donc de la décharge, de l'ISDND, comme on l'appelle techniquement. Et comment on y arrive? On y arrive par des actions de prévention, zéro plastique à usage unique. Et là, c'est vraiment une grosse actu actuellement autour du développement du vrac et de la consigne pour réemploi du verre, notamment. C'est aussi celui de la lutte contre les plastiques dans l'environnement, bon, et par extension des déchets de l'environnement qu'on constate nous tous les jours, les dépôts sauvages qui vont venir affecter de manière importante et irrémédiable la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité des sols et ainsi de suite, et forcément aussi la santé de l'homme, hein, avec des incidences sanitaires pour l'homme importantes également. Et puis pour les déchets qu'on n'aurait pas pu être prévenu, hein, réduit. Donc, c'est maximiser la part de la valorisation matière. 80% de déchets plastiques recyclés. Bon, c'est un chiffre qui peut paraître important, c'est effectivement important, mais c'est pour donner en tous les cas une tendance pour des efforts à porter sur cette part-là, matière première de recyclage et comment la produire et puis l'injecter dans le circuit de production. Et pour ce qui reste, effectivement, 20% de valorisation énergétique au travers notamment de la production de combustibles solides de récupération. Voilà, merci Cédric. On va basculer et là, je vais vraiment rentrer dans l'opérationnel et ce qui se passe en interne. Je vous ai évoqué là les documents stratégiques et comment on va interagir avec tous les acteurs du territoire, les collectivités, les entreprises, les associations pour avoir un effet levier important sur le sujet de réduction des déchets, de gestion des déchets. Mais il faut se dire que, et ça on a réussi à en convaincre nos élus, si on veut convaincre, si on veut mettre en dynamique un écosystème et des partenaires, il faut être exemplaire. Et cette exemplarité, eh ben, on essaie de la cultiver en interne au travers, pardon, excusez-moi, par exemple d'une communauté qui a été créée initialement volontariste et qui s'est étoffée au fil des ans, hein. Cette communauté existe maintenant depuis 3 ans. Elle s'appelle Tous éco-responsables et même notre DGS se l'est approprié et aime à le rappeler en permanence et insérer ce logo-là un petit peu partout sur toutes les circulaires et les notes en interne. Être éco-responsable, c'est quelque chose qui appartient à tous. Donc, c'est important au niveau de l'administration centrale également. Qu'est-ce que c'est? C'est une communauté, un forum qui a été créé sur notre intranet qui permet d'échanger des bonnes infos, des bonnes pratiques, des bons tuyaux sur des bons gestes de tri, sur des solutions d'achat responsable, sur des événements autour du réemploi, de la réutilisation, de la réparation, et ainsi de suite. Bon, on essaie de l'étoffer au fur et à mesure. Et du coup, ça se décline aussi sous forme de webinaires qui sont réalisés en interne. Je vous en ai mis là quelques-uns. Pour exemple, un qui avait été réalisé sur la sobriété numérique, comment on peut agir individuellement dans le cadre de sa fonction de travailleur pour être plus économe et plus sobre sur l'aspect numérique. Quelque chose qui est autour du vélo, avec le développement d'équipements vélo au sein de la collectivité pour nos déplacements sur des faibles distances, du vélo mécanique, du vélo électrique, du vélo hydrogène aussi, en lien avec la promotion de cette filière-là en région. Le Noël responsable aussi, avec peut-être des solutions autour de l'achat de
cadeaux de seconde main, de l'emballage sur des emballages de Noël réutilisables et ainsi de suite, des bonnes idées qui peuvent être partagées entre agents. Et puis des mini-séries, des agents éco-responsables, comment moi je contribue individuellement à mon petit geste colibri pour alimenter la grande rivière de, de la, du côté vertueux autour des déchets. C'est aussi la participation, ça a été évoqué tout à l'heure, de la semaine européenne de la réduction des déchets, hein. L'an dernier, par exemple, on avait créé un petit événement un petit peu partout au sein des services centraux pour collecter différents flux. On a monté un petit challenge et à regarder comment on pouvait trier au mieux le flux papier, le flux des déchets d'équipements électriques et électroniques, les piles, les textiles, puisque c'était l'année du textile. Et tous ces déchets qui ont pu être collectés, là on parle de quelques centaines de kilos quand même qui ont été collectés au total, eh ben, on les a transmis aux éco-organismes qui vont bien. Donc, pour les D3E, les écosystèmes, les écologiques, pour les piles, les Skrelec et ainsi de suite. Et pour le textile, donc les acteurs qui sont conventionnés avec Refashion. Voilà. Bien évidemment, cette action-là, elle est coordonnée avec des actions, des petits webinaires pour préciser, pour faire connaître les éco-organismes, pour préciser pourquoi on fait ça, quelles sont les solutions de valorisation derrière, et ainsi de suite. Et l'an dernier, donc en complément, euh, mon directeur m'a dit, mais il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser davantage les collègues? Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ben voilà, ben on va faire appel à Cédric. Enfin, à l'époque, c'était pas Cédric, mais c'était les associations 0S de notre territoire. Et on va proposer des ateliers enfin, pardon, excusez-moi, fresques des déchets sur les deux sites centraux de Toulouse et Montpellier. Et on a fait ces animations-là en proposant derrière aux agents qui avaient participé de eux-mêmes se former pour faire boule de neige et puis donc du coup évangéliser le plus possible l'ensemble des agents. Je vous ai parlé de 6000 agents tout à l'heure, on n'y est pas encore, on en est loin même, mais avec cet effet de boule de neige, eh ben, on gagne du terrain en tous les cas progressivement. Et donc, les prochaines animations fresques des déchets, c'est d'ailleurs lundi prochain à Montpellier et mardi suivant à Toulouse. Donc, les actions là que je vous ai représentées vraiment au niveau des photos, des illustrations, donc une action autour des acteurs éco-responsables, tous éco-responsables, qui a été la fabrication par des agents d'un composteur pour le site et pour les agents à partir de palettes récupérées. Et donc, c'est un équipement qui est maintenant très largement utilisé pour les restes de repas. Alors, on n'a pas d'épluchures, des déchets de cuisine, mais les restes de repas, forcément des grosses quantités de capsules café papier qui sont mis dedans. Et puis, du coup, des prestataires d'entretien des espaces verts qui viennent apporter, donc, du coup, les flux sur du BFC pour pouvoir compléter le compost. Voilà. À droite, alors là, il y a deux photos qui se superposent. Je suis désolé, il y a le composteur derrière, mais ce qu'on voit dedans, bah, c'est moi-même qui a contribué à réaliser lors du printemps citoyen organisé à Montpellier au printemps dernier, une fresque des déchets sous son format quiz. Voilà, pour une fois de plus, essayer de faire connaître cet outil-là et forcément derrière les enjeux d'une bonne gestion des déchets et puisque c'est la finalité de la fresque, les solutions qui existent, des solutions accessibles et faciles à mettre en œuvre qui existent pour chaque individu que nous sommes. Voilà, que nous sommes dans le cadre du boulot professionnellement, mais que nous sommes derrière aussi individuellement chez soi. Oui, si on peut revenir encore, il y a en parallèle, il y a aussi, donc, bon, on ne voit pas forcément la distinction à gauche, en bas à gauche, mais c'est la fresque du climat. Là, pour le coup, il y a vraiment une action importante, comme ça a été fait au sein d'aéroports de Paris, de diffusion et de réalisation de la fresque du climat très largement et grand nombre d'agents qui ont été formés pour intervenir lors de colloques ou de séminaires de direction, par exemple, autour de la production, de la réalisation de la fresque du climat. Suivant.
j'ai dit que j'allais gagner du temps, mais je n'ai pas gagné de temps, donc vite, 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 je me dépêche. Un autre exemple d'événement qui a été réalisé, ça c'était la semaine dernière, donc du coup autour du textile, qui est un enjeu vraiment important. Alors, en termes de production de déchets, mais tout un chacun a du mal à se rendre compte effectivement que cette industrie du textile, c'est vraiment une industrie très, très polluante et qu'il faut vraiment être acteur de la réduction de cette fast fashion, basculer sur la low fashion. Et puis comment on en bascule? En participant à des événements comme ça autour du don ou de l'échange d'échange de textiles. Et c'est ce qui a été réalisé. 70 personnes ont participé la semaine dernière à ce vide dressing. Le principe, c'était j'amène une pièce, je peux repartir avec une pièce et tout le reste, le reliquat, a été distribué donc à des associations pour être réutilisé en seconde main. Donc ça, c'est une action qui a très bien marché également. Et si je finis sur la dernière slide de Cédric, euh, hop, voilà, c'est ça. Et puis, donc, cette sensibilisation des acteurs, je vous ai évoqué tout à l'heure le sujet de la lutte contre les plastiques dans l'environnement. Eh ben, on amène aussi les agents sur le terrain. On a du matériel qu'on utilise, qu'on distribue d'ailleurs pour des bénéficiaires autres, des associations, des écoles, des EPCI, ainsi de suite. Ce sont des kits de ramassage avec des sacs, avec des gants, tout ça étant réemployable, des pesons aussi, pour peser les déchets collectés et reporter toutes les données qu'on collecte sur la plateforme nationale zéro déchet sauvage. Donc on contribue à cette connaissance et on contribue surtout à nettoyer le milieu et on se rend compte collectivement avec les participants au moment où on fait ces ramassages qu'il y a une quantité importante de déchets, effectivement. On ouvre les yeux, effectivement, sur cette pollution qu'on ne voit pas forcément quand on pense à toute autre chose et qu'on se balade en ville. Donc, des quantités de déchets importants en milieu urbain et notamment des mégots. Euh, Là, notre collecte qui dure 1 heure de temps sur le temps méridien, assez rapide. À chaque fois, on a vite fait de collecter 2, 3 bouteilles entières de mégots en faisant 200 mètres de linéaire, quoi. Et puis, vous voyez, même à droite, on récupère des vélos, des pneumatiques, des déchets électroniques, tout ce qu'on veut. Le but, c'est de dépolluer, mais c'est surtout d'ouvrir les yeux des agents également. Et là, je crois que j'ai fini. Super, merci beaucoup, Benoît. Merci à Marie-Cécile et à toi pour vos témoignages. Différentes questions. Tout à l'heure, il y a une question d'Arthur, elle se pose à vous deux. Déjà, merci pour vous avez balayé un peu un ensemble de déchets. On se rend compte que les déchets, c'est pas juste les emballages ou les bouteilles plastiques. Vous avez ratissé large, textile, BTP, etc. On a peu parlé, par exemple, du numérique. Pour faire plus, une structure publique, privée. Est-ce que vous, il y a eu des choses en place enfin, à votre connaissance ou pas, pour limiter l'impact du numérique et sac à dos écologique? Alors, il y a 2 choses, si je peux répondre, je laisserai Anne-Cécile après. Du coup, sur le numérique, je parlais tout à l'heure de webinaires qui étaient faits autour de la sobriété numérique. Donc, on agit effectivement auprès des agents à ce niveau-là. Et après, sur la fin de vie, gestion de fin de vie des appareils, donc des 3E utilisés, tout le matériel informatique notamment qui peut être utilisé sur nos sites. Et ben, on a des contrats qui sont passés avec des acteurs qui récupèrent ce matériel-là, des ordinateurs, des écrans, des téléphones et ainsi de suite. Par exemple, pour le téléphone, on a à proximité de Montpellier une entreprise à qui on remet des smartphones en fin de vie et qui sont reconditionnés. Voilà, donc on a des actions de ce type-là. C'est pareil aussi, on pourrait parler des cartouches imprimantes aussi. Bon, ça, le modèle et la filière est bien développé, mais on rentre bien également dans cette filière-là. Ok. Marie Euh, Cécile, Je peux, ouais, je veux bien intervenir. Alors, d'abord, oui, je vais reprendre une petite erreur que vous aviez précisée au début, c'est qu'on n'est pas entreprise privée, on est entreprise publique. L'État a encore 50,6%, je crois, d'aéroports de Paris, parce qu'on est une frontière et que, voilà, on espère qu'on le restera. Voilà. Ceci dit, bon, ça ne nous empêche pas de vraiment faire de beaux efforts pour rester le premier groupe aéroportuaire au niveau biodiversité et environnement et émissions de gaz à effet de serre.
Alors, au niveau de l'informatique, oui, notre service informatique est assez actif. Déjà, il compte pas mal d'éco-salariés qui animent des fresques. Ils ont animé aussi une fresque du numérique, d'ailleurs, pour leur direction. Nous, enfin bon, bien sûr, ce qui est le plus impactant dans l'impact de l'informatique, ce sont les appareils. Hein. En gros, c'est 75% de l'impact, c'est le fait d'acheter des ordinateurs ou de renouveler ses téléphones trop tôt. Donc, nous, pour les salariés d'ADP, des fois, ils se plaignent un peu parce que voilà, leurs téléphones ou leurs postes ne sont pas renouvelés. Mais on renouvelle très peu souvent nos équipements et on favorise, enfin, on a remplacé tous les ordinateurs du groupe par des ordinateurs portables, ce qui nous permet de faire du télétravail, mais aussi surtout qui consomment beaucoup moins, hein, parce qu'en gros, un PC, une tour, c'est 22 kilos de produits chimiques, 240 kilos de combustible, 1500 litres d'eau, enfin voilà, c'est très impactant. Donc, on a commencé par jouer là-dessus. Ensuite, je sais que la DSI, en ce moment, elle fait un challenge auprès de plusieurs salariés juste sur l'utilisation de leurs outils numériques. Et on a aussi une grande com qui est sur le site Internet en permanence, mais qui des fois est en second plan plutôt qu'au premier plan, pour sensibiliser les salariés à vider leur boîte mail et à utiliser plutôt la plateforme d'échange dès qu'on s'envoie un document à plusieurs personnes. Parce que quand on utilise la plateforme pour envoyer 10 mails à 10 personnes, on a 10 impacts, alors que quand on envoie un mail, pardon, on n'a qu'un seul impact, alors que quand on envoie un mail, on en a 10, quoi. Voilà. Ceci dit, c'est plus contraignant, bien sûr, d'utiliser la plateforme, mais bon, on le fait pour, en tout cas, à chaque fois qu'on a des photos, des documents, etc. Ok. Sinon, niveau informatique, on a aussi... en gros, ce que je me rappelle, c'est qu'on a 18 000, je crois que la moyenne de mails envoyés par un salarié à Depia, c'est 18 000 courriels par personne. Donc, ça fait beaucoup de mails qui sont stockés. Et comme on est un petit peu comme une ville, hein, je vous ai dit qu'on gérait tout, on a un service informatique et des serveurs, etc., qui sont gérés par notre plateforme. Et du coup, ils vont essayer de mettre enfin, ils récupèrent déjà l'énergie des serveurs. Et là, ce serait pour chauffer les bureaux de la plateforme. Voilà. Je crois que je ne peux pas vous dire grand-chose de plus sur la gestion informatique. Mais ouais, je pense que Euh, l'essentiel est dit. J'aimerais bien, avant la fin, j'avais deux questions. C'est que vous avez parlé notamment de sensibilisation, d'information, enfin, soit des citoyens, des collaborateurs, les deux. Marie-Cécile, tu t'évoquais aussi une différence de facilité de tri entre les zones de fret et les aérogares. La question, elle se pose à vous deux, Benoît et Marie-Cécile, mais en quoi ça permet enfin, ce que vous avez déployé, c'est-à-dire l'outil de sensibilisation à la fraise des déchets, donc l'information, la sensibilisation, encore une fois collaborateurs et usagers. Qu'est-ce que ça a permis? En quoi c'est nécessaire, important? Ça l'est peut-être pas, hein, mais voilà, selon vous. Moi, je veux bien commencer. Alors, la phase des déchets, on est vraiment en début de déploiement, hein, parce que enfin, la biodive et les déchets, c'est juste pour les salariés qui ont déjà fait la fraise du climat. Donc, en fin de compte, je vais plus parler de la fresque du climat parce que là, on voit des vrais impacts. Il y a des managers qui répondaient pas facilement ou du coup, une fois qu'ils sont sensibilisés, ils répondent beaucoup plus facilement, par exemple. Ça, c'est énorme parce que on avance plus vite quand on arrive à avoir des retours rapides, quand on arrive à avoir des gens qui viennent dans les groupes de travail, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand tu parlais d'une différence entre aérogare et fret, c'est surtout une différence entre les chiffres en global sur l'aéroport et les chiffres des aérogares, quoi. On a vraiment un problème de tri des passagers et des bars, restaurants, hôtels sur l'aérogare. Mais je crois qu'à partir du moment où les gens sont conscients, les choses arrivent beaucoup plus vite. Donc vraiment, c'est un outil pour moi qui est énorme, quoi. Et même mon manager, enfin, il a été voir les aéroports turcs, là, il faisait le tour des personnes avec qui il parlait environnement, et il me disait, mais toutes celles qu'on fait des fresques sont beaucoup plus engagées, et même au niveau des fois personnel. Enfin, il y en a qui sont carrément devenues végétariennes en un an de développement de fresques du climat, par exemple. Donc voilà, c'est un impact vraiment très fort. Voilà.
Ok. Benoît, tu voulais... Alors moi, j'ai fait la fresque du climat, j'ai fait la fresque des déchets, je l'anime et je ne suis absolument pas végétarien. Je pense pas que je le deviendrai. Moi non J'en plus, hein, suis j'en désolé. mange au moins une fois par semaine et bien rouge et bien saignante. Non, moi pour en revenir à ta question, donc du coup, je pense que ça rentre en fait dans la mosaïque des solutions pour sensibiliser l'ensemble des agents aux enjeux globalement de la transition écologique énergétique, cette fresque du climat, la fresque du déchet, tout autre outil, événement que l'on peut déployer. Moi, je me rends compte que ça ne va pas rassembler forcément toujours les mêmes personnes, ça ne va pas toujours avoir écho pour les mêmes personnes qui vont s'investir. Tu vois, là, a eu lieu il y a très peu de temps une collecte de jouets, hein, une collecte de jouets de seconde main pour des hôpitaux. Et en fait, on se rend compte que là, il y a un rôle social, il y a une dimension sociale supplémentaire qui va venir apporter. Sur la fresque des déchets, alors déjà, c'est compliqué. C'est compliqué de faire venir les gens, et je me rends compte à chaque fois. Déjà, fresque, qu'est-ce que ça veut dire hein, quand on est un citoyen ou quand on est un agent? Bah, faut expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que vous allez venir chercher à une fresque? Qu'est-ce que vous allez venir trouver dans une fresque? C'est de la sensibilisation à des enjeux. Faut pas que ça fasse peur. Et là, juste livrer comme ça sous ce nom-là, bah, ça peut faire peur au mieux, on n'y trouve pas forcément son intérêt. Donc, il faut vraiment faire la promotion. Il faut se servir des personnes qui ont assisté à ces fresques pour en faire la promotion, pour vraiment vanter le fait que c'est quelque chose de très concret, on y trouve des solutions, on y trouve des explications sur des enjeux autour du déchet. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une partie du puzzle qu'on met en place et qui va permettre effectivement de sensibiliser à la nécessaire transition énergétique et écologique. Et en tant qu'agent, quand on est convaincu, on est forcément convaincu en tant que citoyen derrière. Donc on participera mieux collectivement aux efforts à conduire ensemble. Ok, super, merci beaucoup. Et puis, dernière question, et après on pourra conclure. Vous êtes tous les deux, vous êtes assez engagés justement dans votre structure. Si vous aviez, et ça permettra justement d'amorcer la conclusion, si vous aviez un conseil euh, pour des personnes qui sont là au webinaire, qui sont collaborateurs, collaboratrices, ça serait quoi le conseil pour justement faire bouger les lignes dans leur structure? Par quoi commencer? Enfin, vers qui se tourner? Ce serait quoi votre conseil? Alors pour moi, ce serait vraiment développer un groupe d'éco-salariés, faire en sorte qu'il y ait une fresque obligatoire, alors pas forcément la fresque des déchets, mais adaptée. Nous, on a fait par exemple la fresque de la construction pour les architectes, la fresque, enfin, voilà. Mais il faut que ce soit obligatoire, sinon on touche que des gens qui sont déjà engagés en fin de compte. Moi, je crois que c'est vraiment important de toucher les gens qui sont... Il y a encore 7% de climato-sceptiques en France, heureusement ça baisse, mais ils sont toujours là. Et puis il y en a qui ne se rendent pas compte de l'urgence. Donc je pense que le fait que ce soit une formation obligatoire, c'est vachement chouette, quoi. Bon, après, c'est vrai que les gens n'aiment pas être contraints, mais bon, il faut en faire aussi quelque chose d'agréable et de vivant. Et là, en fin d'année, nous, on développe beaucoup le concept de faites un team building et organiser une fresque parce que c'est festif, parce que c'est chouette et que c'est vrai que c'est que lorsque l'on a du plaisir qu'on passe à l'action, quoi. Moi, je sais qu'avant, j'adorais la viande rouge, j'en mangeais une fois par jour. Maintenant, j'en mange, ouais, je dis une fois par semaine, mais c'est même pas vrai, quoi. J'en mange beaucoup moins, mais parce que j'ai appris des nouvelles recettes au niveau des végétariens ou végétaliens. Et du coup, petit à petit, j'ai toujours le même plaisir à manger autre chose, quoi. Et je crois qu'il ne faut pas oublier ce concept de plaisir aussi dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. On ne fait les choses que quand on y éprouve du plaisir. Il faut y aller doucement, mais en même temps, le côté contraint et obligatoire de la fresque, moi, me plaît bien chez ADP. Alors de mon Super. côté,
contraindre l'obligation, effectivement, ça serait l'idéal, c'est compliqué. Et pour que ça soit obligatoire, il faut déjà que, au niveau, je parle de ma collectivité, de mon institution, l'administration centrale soit convaincue. Donc, il faut convaincre. Il faut convaincre déjà à ce niveau-là. Bon, on doit avouer que c'est plus en plus simple, de plus en plus facile en tous les cas, parce que euh, les enjeux environnementaux et de transition écologique énergétique, eh ben forcément, l'administration centrale est obligée de faire avec maintenant, hein, réglementairement ou dans les faits. Hein. On a des sujets importants d'élévation du niveau de la mer, des sujets d'impact GES et ainsi de suite, qui font que ça percole quand même au plus haut niveau. Nous, maintenant, depuis 2 ans, donc on a un pacte vert, on a un budget vert avec une qualification, une quantification, pardon, des impacts des politiques régionales qui est réalisée. Donc, obligatoire, je n'irai pas sur l'obligatoire, mais en tous les cas, ça passe par le fait de convaincre la hiérarchie et la plus haute hiérarchie, ça c'est une certitude. Par contre, ce qui est important, c'est que tout ce qui se passe autour de ça doit rester dans un encadrement, dans un cadre convivial. Voilà. À chaque fois qu'on fait un événement, eh ben, faut que cet événement il soit agrémenté d'un moment sympa, d'un petit apéro, d'un moment de discussion informelle, que ça soit pas de l'information descendante, mais que ça soit vraiment du partage, que chacun contribue. Donc forcément, des gens qui vont être convaincus et mélangés avec des gens qui le sont beaucoup moins, voire pas du tout, et qui vont venir confronter leur avis. Et c'est comme ça, et c'est ceux-là, ces personnes-là qui sont les plus importants à attirer dans nos fresques des déchets, c'est ceux qui sont sceptiques, comme tu disais, Marie-Cécile, et qui vont venir, au travers de la discussion, se rendre compte que finalement, ils n'ont pas complètement raison, quoi, hein, ou J'ai alors vu ils ont un petit peu que, tort. j'ai vu que le jeu Novi bas carbone était pris par l'État pour sensibiliser le personnel des collectivités, Mm. apparemment. C'est ça, ouais, exactement, avec la phase du climat. Oui. Mm, Ouais. mm. Bah, Donc, super. ça a Euh, peut-être évolué là-dessus. ouais. Alors, en tout cas, c'est une super conclusion de vous deux. La nécessité de, j'allais dire, de plaisir et puis voilà, de créer du lien aussi et que ça soit pas. Enfin, ça peut être contraint, mais en tout cas, encore une fois, des moments de convivialité, comme vous disiez, qui s'articulent autour de ça. Un grand merci à vous deux et puis un merci à Lise et Enzo. Hugo, je te laisse conclure Polytech Alumni et puis je reprendrai quelques mots. Merci, Cédric. Du coup, je voulais dire un grand merci à Lise et Enzo de Monsieur et Madame Recyclage. C'est les experts diplômés du réseau Polytech. Marie-Cécile du groupe ADP, Benoît de la région Occitanie. Merci à tous d'avoir illustré les challenges concrets dans le domaine du recyclage, que ce soit au niveau technique, aussi chez ADP, qui au final est une grande ville, et au travers des activités leviers qu'on peut avoir en région. C'est un moment d'échange vraiment intéressant. Je retiens surtout qu'avant de mettre en place le recyclage ou la recyclabilité des matériaux, il faut d'abord penser au système global et à hiérarchiser les priorités. Et aussi qu'il est important de traiter les matériaux à la source avec une réduction des matériaux eux-mêmes avant de penser au recyclage. Et dans les entreprises et dans nos organisations, on est aujourd'hui réunis en tant que diplômés, étudiants, citoyens, et avec 10% d'éco-salariés et d'éco-motivés, on arrivera à faire changer les organisations. Donc c'est à travers ce mantra aussi que Polytech Alumni, donc la fédération des diplômés du réseau Polytech, on a à cœur de faire le partage de connaissances. Et c'est grâce à ce partage de connaissances entre diplômés, entre salariés, entre collègues dans nos familles, qu'on pourra avoir cette tâche d'huile qui va permettre d'enclencher le changement dans nos organisations, dans nos environnements, dans nos régions, au niveau de nos mairies. Donc voilà. Et un grand merci aussi à l'Uni for the Planet d'avoir co-organisé cette réunion ce soir. Super, merci beaucoup pour tes mots, Hugo. Enfin, Hugo a dit pas mal de choses, beaucoup de choses intéressantes. Justement, mettez-vous en lien. Restez pas toute seule, restez pas tout seul dans votre coin. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas tout seul et vous êtes peut-être dans une structure, encore une fois, publique, privée. Vous pensez être le seul à vouloir faire bouger les lignes. Montez un collectif, parlez, témoignez de ce que vous faites.
même numériquement aussi, je disais au tout début du webinaire, mais de témoigner sur le site d'Alumni for the Planet ou sur d'autres plateformes, encore une fois, enfin voilà, l'idée c'est de dire ce qu'on fait et pas d'imposer aux autres de changer. Justement, ça passe par là. On est des êtres mimétiques, donc ça marche comme ça. Je voulais aussi conclure par rapport à Alumni for the Planet. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais c'est une association reconnue d'utilité d'intérêt général. Donc, n'hésitez pas, toute forme de soutien est intéressante, notamment bah, voilà, financier si vous pouvez. Encore une fois, pareil au niveau bénévolat, si vous voulez vous impliquer. Et puis, pareil, si il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat, on pourra y répondre sur YouTube quand on postera la vidéo. Et dernière chose, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des idées de webinaire, des envies de webinaire, si vous avez envie de participer et témoigner, enfin, en tant que témoin ou en tant qu'expert. Encore une fois, le but, c'est d'inspirer le plus grand nombre, tout secteur d'activité confondu. Voilà. Un grand merci à toutes et tous, surtout aux deux experts, aux deux témoins, à Polytech Alumni. Et puis, à très bientôt, tout le monde. Merci à vous. Au revoir.